Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour Hermonia. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Vous savez que c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui, nous allons découvrir un épisode tourmenté de l'Europe du 19e siècle. C'est une véritable épopée qui nous attend, mêlant les défis politiques, diplomatiques, militaires de cette période. Nous allons parler de la guerre de Crimée. Nous sommes en Russie. Et en Russie, le tsar est le protecteur de la religion orthodoxe. Depuis le schisme de 1054, l'Église est divisée entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Depuis, il existe de nombreuses disputes entre ces deux églises à propos de l'occupation des lieux saints à Jérusalem. Depuis les croisades, ce sont les francs catholiques qui ont obtenu le droit de garder ces lieux saints. Ce droit est définitif en 1535 et déclaré par les capitulations. Les capitulations, c'est un accord entre le roi de France de l'époque, François Ier, et le chef de l'Empire ottoman, Soliman le Magnifique. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, les tensions entre la France et l'Empire ottoman sont de plus en plus fortes et la Russie tire son épingle du jeu et s'impose comme alternative diplomatique auprès des Ottomans. Elle exige de plus en plus de droits pour les prêtres orthodoxes à Jérusalem. Et face à cette pression russe, les Turcs vont publier un firman, un édit. Dans ce firman, on déclare que les lieux saints n'appartiennent ni aux catholiques ni aux orthodoxes. Cette décision va complètement relancer les disputes autour de l'occupation des lieux saints entre catholiques et orthodoxes. Même si l'origine de la guerre de Crimée provient d'un conflit de base religieux, les raisons qui ont poussé les nations à l'affrontement sont plutôt d'ordre économique et politique. Le but du tsar est simple, il souhaite s'ouvrir une façade sur la Méditerranée et contrôler totalement la mer Noire. Ces perspectives sont inacceptables, notamment pour les Autrichiens, qui risquent ainsi de perdre certains de leurs territoires slaves. Les Britanniques s'opposent aussi à cette volonté d'expansion. Pourquoi ? Parce que les Russes pourraient ainsi perturber leur commerce jusqu'à l'Empire ottoman et carrément leur barrer la route des Indes. En France, le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852. Napoléon III cherche à replacer la France au centre de la diplomatie européenne. Pourquoi ? Parce que depuis le congrès de Vienne, la France est tenue à l'écart par les grandes monarchies du vieux continent, qui ont voulu la punir pour toutes ces guerres napoléoniennes. En ce temps, la querelle pour les lieux saints se poursuit et s'envenime. La Russie ne cache plus du tout ses intentions d'annexer entièrement l'Empire ottoman. Comme ça, les choses sont claires. Elle finit par envahir la Moldavie et la Valachie, qui correspondent à l'actuelle Roumanie, grosso modo. Les Turcs réagissent et déclarent la guerre à la mer le 4 octobre 1853. Mais le 30 novembre 1853, la flotte russe anéantit complètement la flotte turque qui est alors située dans le port de Sinop. Les médias occidentaux n'hésitent pas à dénoncer cet événement et à exciter les populations à la guerre contre les Russes. Le 27 mars 1854, la France et l'Angleterre déclarent officiellement la guerre à la Russie. 310 000 hommes sont engagés dans ce conflit du côté français. Pour les Anglais, 100 000 hommes sont engagés. Et ces deux forces, britanniques et françaises, vont rejoindre les quelques 250 000 soldats ottomans. En face, on a l'armée la plus importante de l'époque, la Russie, qui peut compter sur 1 200 000 hommes dans son armée. Suite à cela, l'Autriche avance ses troupes sur le front de la Valachie et de la Moldavie, ce qui oblige les Russes à se replier et à quitter ces pays. On pense alors à de potentiels traités de paix afin de calmer le conflit. Mais c'est déjà trop tard. Les investissements nécessaires à l'entrée en guerre, on pense au coût pour acheminer les hommes, le matériel, le coût de fabrication des obus, bref, ce coût est trop important et malheureusement, il va falloir en quelque sorte le rentabiliser.
La coalition entre les Français, les Britanniques et les Turcs débarque donc à Eupatoria, au nord de Sébastopol. Le 3e régiment de Zouaves s'illustre dans une bataille près de l'Alma. Ils infligent ainsi une cuisante défaite aux Russes. Pour cette occasion, on a élevé le monument du Zouave de l'Alma à Paris. Après ce revers, les Russes se replient sur Sébastopol, mais les coalisés encerclent la ville et commencent à en faire le siège. Les maladies font des ravages immenses dans les troupes des Alliés. On meurt du choléra, on meurt de la dysenterie, du typhus, du scorbut. C'est bien simple, sur les 95 000 pertes françaises, 75 000 seraient mortes à cause de la maladie. La guerre est très violente. On assiste à l'utilisation d'outils modernes. C'est aussi la première guerre où sont utilisés le télégraphe électrique, les chemins de fer, la photographie de guerre, mais aussi l'emploi des canons, des obus, des mines et des torpilles sous-marines. On bombarde lourdement Sébastopol en octobre 1854. Mais les Russes tiennent bon. Ils sont attaqués, ils vont pas lâcher ces Russes, costauds quand même. Bref, le siège semble s'éterniser. Pour se protéger des obus et des balles, on creuse des tranchées dans la terre et dans la roche. On insiste ainsi aux prémices de la Première Guerre mondiale. Le 2 mars 1855, le tsar Nicolas Ier meurt. Son fils Alexandre II continue le combat. Du côté allié, on décide de concentrer les offensives sur le fort de Malakoff, car il surplombe toute la ville. Cette offensive est d'une violence inouïe, de par l'intensité des bombardements et le nombre d'affrontements au corps à corps. La contre-offensive russe échoue. Le 8 septembre 1855, les troupes du général français MacMahon réussissent enfin à s'emparer du fort Malakoff. C'est à cette occasion qu'il aurait prononcé la célèbre phrase « J'y suis, j'y reste ». Bref, pour les Russes, c'est la fin de la guerre. Ils doivent accepter les exigences requises par les Alliés. Napoléon III arrive habilement à organiser un congrès à Paris. Bref, pour les Russes, c'est la fin de la guerre. Alors, au bout de cette guerre terrible, nous connaissons les vaincus, la Russie, mais qui sont les vainqueurs? Je vous propose d'en retenir deux. Tout d'abord, un des vainqueurs de cette guerre, c'est Napoléon III, qui évite une humiliation pour les Russes grâce au traité de Paris. Et évidemment, le deuxième vainqueur, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est le petit royaume de Piémont-Sardaigne, qui, sous l'influence de l'empereur, avait engagé ses troupes dans le conflit. L'autorité de ce petit royaume va donc être reconnue au niveau européen et cela constitue une grande étape dans l'indépendance de l'Italie. Pour finir, je vous propose une petite anecdote. Si je vous disais guerre du Crimée et statue du sanctuaire du Puy-en-Velay, vous allez me dire, ça n'a visiblement aucun rapport. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a pourtant un lien entre les deux. Cette statue, qui représente donc la Vierge Marie, Notre-Dame de France, a été réalisée à partir de 213 canons en fonte utilisés pendant la guerre de Crimée. Cette statue a été inaugurée le 12 septembre 1860. Les canons, qui ont servi à la construction de la statue, ont été remis par Napoléon III à l'évêque du Puy-en-Velay, Auguste de Morlhon, en signe de gratitude suite à la prise du fort de Malakoff le 11 septembre 1855. Cette statue, comment vous la décrire ? Elle est toute petite, une sorte de figurine, elle est toute mini... Non, elle est gigantesque, elle est vraiment a big statue. Ses dimensions sont absolument hors de propos, ça dépasse l'entendement. C'est une sorte de Rio de Janeiro avant l'heure, version française. Imaginez une statue de plus de 22 mètres, incluant le piédestal. Tout ça avec des canons. Alors que représente-t-elle cette statue ? Elle représente la Vierge Marie couronnée d'étoiles, se tenant debout sur un demi-globe terrestre. Elle écrase du pied un gigantesque serpent, qui représente le mal. Dans les bras de Marie, l'enfant Jésus bénit la ville de sa main droite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à la chaîne d'Hermonia et au podcast Quid pour ne rien manquer. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais à quand un prochain épisode ? Quid d'un prochain podcast ?